va représenter le FLN à Bandung en 1955. Et c'est lui le chef de délégation. Quoi qu'on dise, et quoi que disent un certain nombre de gens qui lui dénient cette histoire. Donc, la Kabylie est entrée dans cette logique. C'est la logique du leadership. Qui doit être leadership? Tu veux dire que le leadership, tu parles du zaïm, du zaïmisme, oui, qui renvoie à la culture maraboutique. Non. Le problème, tu as bien fait de le soulever. Parce qu'il y a, en la personne de Ahmed, une contiguïté entre les deux, le politique et le religieux. Absolument, absolument. Ce qui fait que Ahmed, j'allais dire côté marabout, c'est comme le Mr. Hyde et Dr. Chicken, c'est le côté maraboutique va attirer à lui tout l'ancien côté militant, traditionnaliste, un peu berbériste sur les bords, un peu maraboutique, si tu veux. Et de l'autre côté, c'est l'intellectuel qui va attirer cette intelligentsia qui est en train de se former. Il serait intéressant que les sociologues aujourd'hui, les historiens en particulier, nous fassent, comme l'a fait Benjamin Stora, tant mieux pour lui. Et c'est dommage que ce ne soit pas un Algérien qui le fasse. Il faudrait nous faire un état des lieux de l'intelligence potentielle sur l'Algérie. Une sorte d'anthologie. Quelles étaient les capacités d'encadrement politique, culturel, idéologique. Or, la Kabylie, et je ne crois pas me tromper là-dessus, sur le plan de l'expression, y compris de l'imaginaire, est pratiquement en tête en Algérie. Paradoxalement. Ça peut paraître quelque chose de paradoxal parce que, évidemment, les Tlemceniens vont dire, et nous sommes une vieille cité tlemcenienne, Constantine vont dire, Abdelhamid Ben Badis, etc. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que la plupart des grands chefs de file de l'association des Ulama sont kabyles. Et ça se vérifie. Tous. Non, tu veux dire qu'ils sont berbères parce qu'ils n'ont jamais revendiqué leur kabylie. Non, c'est pas sur le plan de la revendication. Lorsque tu vois sur le plan de l'origine sociale. L'origine sociale. Ils sont berbères. Ils sont berbères kabyles. Ils ne sont pas seulement berbères. Mis à part peut-être l'arbitre Bessi qui est de Chaoui, des Memcha, Abdelhamid Ben Badis, il est Sanhaji. D'ailleurs, il signait comme ça, le Cheikh Abdelhamid Ben Badis, Sanhaji. Le Cheikh Ibrahimi, il est de Broche. Il est de Broche, etc. Al-Aqbi. Donc, l'Aqbi est de Biskra. Donc, face à l'institution coloniale qui avait formé les instituteurs, la Kabylie a donné presque l'écrasante majorité des mudarris. Et ça aussi, on peut le vérifier. Il faut faire un travail de recherche sur la Ktania et sur Jama' al-Khalaq de Hamid Ben Badis pour voir les origines des gens. Mais, parmi ça peut s'expliquer par le nombre des zawiyas, par le nombre des madrasat, des madaris al-Hurra, qui ont toujours existé dans cette région, qui ont défendu d'ailleurs. Paradoxalement, c'est cette même région, grosso modo, qui a défendu aussi bien l'islam que la langue arabe. Absolument. Et qui ont même développé. Absolument. Absolument. Et que cette histoire de dichotomie entre islam arabe et francophonie, par la suite, n'est que dans les années 60. Plus loin, sans aucune démagogie aucune, j'ai dit un jour à Tizi Ouzou dans une conférence que l'arabisation du pays des Chaouis a été faite par les Kabyles. Ils ont failli me bouffer. Oui. Ils ont failli me bouffer. J'ai dit, écoutez, moi je travaille sur pièce. La plupart de mes mudarris de langue arabe, quand j'étais à Ainbera, dans le madrasa al-Haraka al-Wataniya, soit ils venaient du Souf, soit ils venaient de Kabylie.
la majorité venait de Kabylie. Mais la notion de l'époque, l'idée de l'époque n'était pas aussi péjorative, idéologiquement parlant, que comme ce qu'elle a pris comme tournure à partir des années 60, et particulièrement à partir du fameux discours de Ben Bella, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. C'est-à-dire nous sommes des Arabes par force, alors que nous sommes tous berbères. Absolument. Donc l'idée à l'époque, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, depuis toute la période de la colonisation, elle n'avait rien de péjoratif, c'était encore mieux, c'était une fierté. Absolument. Absolument. Et les textes sont là, la littérature, la production intellectuelle, etc. C'est à partir des années 60, et particulièrement à partir de 62, que ça a pris une tournure idéologique, etc. Bon, je te laisse la parole. Donc il y a ça, plus l'intelligence francophone. C'est-à-dire tous les instituteurs formés à la Bozalera, dans l'écrasante majorité venus de Kabylie. C'est-à-dire les Normaliens. Les Normaliens. Et ceux qui s'exprimaient, c'était soit les gens de l'association des ulama en langue arabe, soit en langue française, les gens comme Mouloud Mamri, comme Wari Malik, comme Mouloud Faraoun, c'est-à-dire des gens qui sont de la Kabylie. Donc il y a cette idée qui a fabriqué une représentation du type du leadership. Et il se trouve que parmi les historiques, celui qui concilie d'un côté la tradition, de l'autre côté la modernité, c'est Aït Ahmed. Et Aït Ahmed, c'est en plus de son punch aussi. C'est-à-dire, n'oublions pas qu'il était dans l'os. Et c'est un militant connu, fougueux, pardon. Bien sûr. Et en plus, en 62-63, ça faisait à peine 10 ans qu'il y a eu une crise grave dans le mouvement national, qu'on a un peu plus de 10 ans. Une quinzaine d'années, la fameuse crise berbériste, qui est restée dans les mentalités. Parce que la plupart des cadres, y compris de la Fédération de France, se souviennent des exactions commises par le groupe de Moussa El Haj à leur rencontre. Les expulsions, expulsions, non, c'est-à-dire le fait d'être évacué du parti, les exclusions, etc. Et les gens sont restés sur cette culture. Sur ce, arrive Bella, il débarque du Caire, grand meeting, avec voilà. C'est ça. Il n'y avait pas meilleure solution pour mettre le feu qu'une déclaration aussi provocatrice et inconsidérée. Oui. D'ailleurs, un jour, je discutais avec Bachir Boumaza, et je le cite souvent dans mes témoignages, parce que parmi toutes les élites du mouvement national, Bachir Boumaza figure parmi les gens les plus intéressants, sur le plan du témoignage. C'est un intellectuel, un fouineur, quelqu'un qui s'est formé, aussi bien pendant le mouvement national, pendant son emprisonnement, que pendant son exil et son opposition au régime de Ben Bella, particulièrement à partir de 1966. Alors, pour ce qui est de cette idée, il m'a donné une piste que je trouve d'ailleurs très intéressante, c'est par rapport à la prise de Jérusalem, c'est par rapport à la colonisation et à l'implantation des Juifs en Palestine et à partir de 1947-48, c'est-à-dire le partage depuis 1947-48. Le monde arabe qui devait se réveiller à l'époque contre l'Occident qui voulait installer coûte que coûte un État juif en terre palestinienne, en voilà tout le monde, particulièrement les Algériens qui étaient dans le mouvement. Il y avait des Algériens qui sont partis de Kabylie, de toute l'Algérie, en prenant les armes pour pouvoir libérer la Palestine. Alors, il y avait un choc. Ce choc, c'est que les Arabes, enfin les Algériens de l'époque, parce qu'il n'y avait pas cette différenciation entre Arabes, Berbères, Kabyles, il n'y avait pas ce problème, d'autant plus que l'Arabe n'est pas une race. N'est pas une race. Donc il n'y avait pas de différence dans l'approche. Mais le jour où les Algériens berbères ont constaté la grande trahison des Arabes,
La trahison politique et la trahison militaire. Le jour où ils ont découvert que les armes qui ont été données par les Égyptiens aux combattants qui devaient combattre les Israéliens, les sionistes particulièrement, étaient des armes vives, de réel. Alors ils étaient, d'après Boumaza, on a commencé à le premier choc culturel face à cette culture arabe qui nous vient d'ailleurs, etc., qui veut nous imposer, etc. Et c'est l'une des raisons, par la suite, en 1949, de l'exclusion d'un certain Ahmed de l'Os. Oui, exactement. Parce qu'il avait posé la problématique de la berbérité déjà en 1949. Continuons avec le FFS en 1963. Donc, quand le FFS se met en place, il a à ce moment-là, il va bénéficier de deux mannes importantes, plus importantes que les deux autres mouvements. Il bénéficie d'une partie importante de la manne de la Fédération de France parce que beaucoup de militants sont d'origine kabyle et qu'ils vont être sensibles donc à cet appel du terroir, du pays de la Kabylie, bien entendu. Et il y a cette manne d'une partie du trésor de guerre du FNL, selon l'information, je dis bien selon l'information qui m'a été donnée par Alim Seydi. Se structure le mouvement. Il se structure politiquement de manière faible en France, parce que les Français connaissent Aït Ahmed. Ils ne l'apprécient pas beaucoup. C'est-à-dire ? C'est un radical. C'est un radical. Et les Français de 1962, la France de 1962, est une France de droite, hégolienne, jusqu'à 67-68. Aït Ahmed, dès qu'il sort, pratiquement, je crois que c'est dans les années 66 qu'il est parti. Une des premières choses qu'il va faire, c'est de se positionner en polarité oppositionnelle de gauche, se revendiquant plus ou moins de l'idéologie socialiste, et il adhère à l'internationale socialiste. Donc il devient aussi une sorte de bête noire du régime droitier en France, qui ne le supporte pas. Même s'il ne trouve pas beaucoup d'appui chez les gens de gauche. Les socialistes français. Il y a beaucoup de choses à sortir comme histoire parce que les socialistes français, il ne faut pas l'oublier de l'époque, 62-65 particulièrement, étaient dominés par une figure qui s'est présentée même aux élections en France, qui s'appelait François Mitterrand, qui lui-même était ministre de l'Intérieur, etc. Donc, parce que la gauche de 62, 63, 64, 65 en France, c'est pas la gauche qu'on connaît de l'évolution idéologique du monde. Bien sûr, bien sûr. En plus, il y a beaucoup d'autres facteurs sur lesquels, si on a le temps, on reviendra, parce que ça explique beaucoup de choses aussi. Donc, il va se positionner comme ça, il sait qu'il est en position faible en Europe, et pour se consolider, il va se rapprocher d'une institution qui est cette internationale socialiste, dans laquelle il profile bas. Il profile bas pour les raisons multiples, dont en particulier le fait que la gauche française à laquelle il voudrait plus ou moins se rapprocher, malheureusement est une gauche à l'époque encore un peu sioniste sur les bords. Et ça lui pose un problème, il faut le dire. Parce que sur le plan du patriotisme, y compris pour la Palestine, c'est un homme engagé. Oui, cette position, c'est indiscutable. Donc, il va essayer de cultiver plutôt des alliances sur la gauche européenne, et je pense en particulier la gauche suisse. C'est pour ça qu'il va trouver plus ou moins plus intéressant pour lui de s'installer asile en Suisse que plutôt en France. Et c'est sage de sa part, c'est très sage. Le FFS, par contre, pour pouvoir faire parler de lui, tu ne peux pas à l'époque, dans les années 60, faire parler de toi à partir de l'Europe. Tu ne comptes pour rien. La France a passé un deal avec l'équipe qui a pris le pouvoir en Algérie. C'est pas elle qui va parler donc du FFS. La droite, par contre, a une idée intéressante. Et c'est une manière d'apporter
de l'eau au moulin du pouvoir qui s'est installé en Algérie. Elle développe à ce moment-là l'idée du particularisme kabyle, la question berbériste. Et elle ne fait pas que parler, elle va cristalliser la chose. En créant l'Académie berbère. Voilà, en créant l'Académie berbère. En 66. Au nombre du bureau qui gère l'Académie berbère, il y a un certain Jean Servier. Jean Servier, ethnologue, lieutenant de son état et capitaine à la fin de la guerre d'Algérie, et qui a fait, avec Léger, l'opération de la Bleuite. Ah! Il était avec capitaine Léger. Avec le capitaine Léger. Ils ont pensé tous les deux la fameuse opération de Bleuite, sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à tirer. Et donc, Servier est un homme diabolique. C'est un intellectuel de très haute volée, c'est un anthropologue de renommée internationale et qui a beaucoup travaillé sur le monde amazigh, berbère, qu'il connaît parfaitement. Et en particulier le nord de la Kabylie. Et donc il va actionner plus ou moins cette idée qui va servir en fait l'État algérien. De particularité. De particularisme en disant c'est la revendication berbère et les revendications démocratiques contre l'État totalitaire, l'État dictatorial, etc. Paradoxalement, ça sert à Boumediene, parce que c'est l'après-Bembela. Ça sert à Boumediene, parce qu'à ce moment-là, ça montre que ce mouvement qui est né en Kabylie est un mouvement de dissidence. Il n'est plus, aux yeux de Boumediene, un mouvement légaliste. Exactement. Parce qu'au départ, il revendiquait la démocratisation, il revendiquait le pluralisme. Il n'est plus un mouvement national. Ce n'est pas un légaliste. Légaliste, il ne l'est pas. Il n'est plus un mouvement national parce qu'il est plus ou moins excentré. Tous ces problèmes sont par rapport à l'étranger, et en plus, avec l'agitation de l'Académie berbère, ça semble accorder du crédit à... Soit des manipulations extérieures, etc. Séparatisme à l'intérieur, etc. Et le pouvoir, à ce moment-là, tente une diversion. Il va tenter une diversion, comment? Il va casser l'alliance avec Ahmed Karim el-Qasm. La possibilité est donnée à Karim el-Qasm de rentrer. Et il rentre après le coup d'État militaire. Il rentre après le coup d'État militaire, avec Bétat, d'ailleurs, ils rentrent tous les deux. Bétat est intégré à l'État. C'est clair. C'est clair. Et l'autre, bon... Et il devient le candidat permanent du FLN dans la région de la Kabylie, à Bouira. Voilà. C'est une forme d'infiltration de la région dans le sens de soi-disant l'équilibre régional. Absolument. Absolument. Et Karim el-Qasm lui-même, ouais, qui crée par la suite un parti politique, un autre parti politique à partir de 67, oui, qui s'appelle le MDR. MDR, qui est récupéré par Mesliman. Allah